Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre quelques secondes que tout le monde nous rejoigne. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, merci à vous pour votre participation à ce webinaire. J'espère qu'il vous sera utile. Donc le thème du webinaire aujourd'hui, ce sera la migration vers le cloud et les nouvelles applications. Comment accompagner les usages pour un SI performant. Alors du coup, on va commencer par se présenter rapidement pour présenter Lemon Learning, qui est donc le webinaire est organisé par la société Lemon Learning et c'est Lemon Learning, c'est une plateforme d'adoption digitale, une DAP, qui du coup accompagne les entreprises et plus précisément du coup les DSI dans leurs projets logiciels, donc lors de déploiement notamment de nouveaux logiciels SaaS et donc pour favoriser l'accélération de l'adoption de ces outils. Donc pour ma part, je m'appelle Sophie Causeret et je suis responsable commerciale chez Lemon Learning depuis plus d'1 an sur la partie France et aussi à l'international. Et donc je suis en relation très régulièrement avec des DSI et leurs équipes, majoritairement des DSI de grandes structures. Et vous le verrez, vous comprendrez mieux pourquoi par la suite. Donc je suis du coup assez proche de leurs enjeux et notamment des enjeux qu'on va parcourir lors de ce webinaire. Et du coup, pour ma part, Anthony Ben, chef de projet, Lemon Learning également, plutôt en relation du coup avec les clients, proche de leurs besoins au quotidien, notamment en termes d'accompagnement au changement et en termes d'activité. Je suis plus du coup sur la partie intégration technique, à la fois de la solution et également accompagnement, définition du besoin pour le client. Voilà. Au sujet les différents sujets qu'on abordera aujourd'hui, globalement au niveau du plan. Donc dans un premier temps, on abordera la migration vers le cloud et les logiciels SaaS. Donc globalement, pourquoi le cloud est un sujet d'actualité. Ensuite, on évoquera les différents impacts sur la performance du SI qu'a le cloud ainsi que les nouvelles applications. Dans un troisième temps, on évoquera l'accompagnement des usages, notamment avec Lemon Learning. Ce sera également l'occasion pour Sophie de nous faire une petite démonstration. Ensuite, on évoquera l'adoption des logiciels SaaS grâce à la data et on conclura par un temps de questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas à d'ores et déjà nous poser vos questions via le fil dédié et on y répondra à la fin de cette présentation. Donc on va commencer du coup sur le sujet de la migration vers le cloud et des logiciels SaaS. Pourquoi aujourd'hui c'est un sujet d'actualité. On verra dans cette partie pourquoi c'est un sujet d'actualité. Les éléments importants à prendre en compte quand on parle de cloud et de logiciels SaaS et les éléments qui peuvent aider dans la mise en œuvre des projets logiciels. Alors en fait, le cloud, pourquoi c'est un sujet d'actualité? Pour la majeure partie des entreprises et d'ailleurs de nos clients, la continuité de l'activité en 2020 a été possible grâce au cloud finalement, du coup accessible à distance et du coup notamment avec l'arrivée soudaine du télétravail. Et donc c'est une tendance qui ne va que s'accentuer en 2021. D'ailleurs l'année dernière, l'utilisation des services cloud de chaque industrie avait augmenté de 50%. Et du coup, pour cette année, 61% des entreprises prévoient de se concentrer sur la migration cloud. Donc, c'est un vrai sujet d'actualité. Et d'ailleurs, l'écart entre ceux qui sont passés au cloud et ceux qui ne l'ont pas encore fait se creuse et on le voit chaque jour. Les entreprises qui exploitent tous les avantages du cloud et les autres technologies innovantes se détachent du lot. Et du coup, celles qui ne l'ont pas encore fait luttent souvent pour rester dans la course. Ensuite, on abordera du coup les avantages du cloud, sachant que du coup, c'est important de savoir que le cloud est un véritable levier de croissance incontournable pour la transformation digitale. Différents avantages ont été listés. Le premier étant l'accessibilité. Donc, par accessibilité, on entend les applications accessibles en temps réel à distance, une connexion plutôt simple via une connexion Internet. Ensuite, on évoque la flexibilité. C'est notamment la possibilité de faire évoluer son offre cloud
en fonction de ses besoins ainsi qu'en fonction de ses enjeux. Par besoin et enjeux, on entend notamment à la fois les espaces de stockage ou encore la puissance de calcul. À ce sujet, on a également une petite info importante qui nous vient de Gartner et qui estime que le SaaS est le modèle d'hébergement qui permet à ce jour le plus de flexibilité pour les entreprises. Un troisième avantage qui est le gain de temps, à la fois concernant le déploiement, l'intégration, la maintenance, sur la disponibilité de nouvelles fonctionnalités. On est beaucoup plus rapide via cette solution. Et également la maîtrise du budget, avec un investissement initial qui est généralement peu lourd et avec un système d'abonnement qui permet par conséquent de mieux gérer ses coûts. Et idem, petite information à ce sujet, on estime qu'environ que les entreprises avec des solutions cloud à ce jour ont amélioré leur rentabilité 2 fois plus que les entreprises qui ont des solutions dites plus classiques sur site. Ce qu'on peut retenir du coup de ces avantages, c'est que le cloud représente un vrai levier de développement économique pour les entreprises, sachant qu'il y a plusieurs déclencheurs qui les incitent à œuvrer en ce sens. Donc on est à la fois sur l'agilité des métiers, également sur l'amélioration de la gestion des coûts du SI, on l'abordera plus tard, de même que les opportunités liées à l'obsolescence des infrastructures et des applications. Ça me permet également de faire une petite transition du coup sur la suite de cette présentation et sur l'intérêt plus particulier pour les logiciels SaaS. Comme vous le savez, généralement quand on parle de cloud, on englobe 3 modèles d'hébergement, donc IaaS, PaaS et SaaS. Et dans ce webinaire, on se focusera principalement sur le logiciel SaaS. Pardon. Je suis allée trop vite. Du coup, pour enchaîner un peu sur les logiciels SaaS, on va quand même en mentionner quelques-uns parce qu'il y a différents types de logiciels et nous, spécialement, on travaille sur n'importe quel type de logiciel. Donc, typiquement, on va avoir les logiciels d'organisation, donc des outils de gestion et de RP qui ont été très sollicités. D'ailleurs, c'est les plus sollicités en 2020. Avec du coup on a par exemple 50% des entreprises qui considèrent que le RP est un moteur dans la transfo digitale. Notamment nous, on a beaucoup de projets sur SAP, donc avec du S4HANA par exemple, du Sage X3 ou du Oracle. On va avoir des types d'outils comme des CRM avec Salesforce et Microsoft Dynamics très présents cette année. Et donc, finalement, la crise, en fait, a accéléré ces déploiements d'outils. On va avoir des outils d'achat. On a, pour nous, ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'on a beaucoup de projets de déploiement sur du Evalua, du Synertrade, Coupa et Jagger. Donc, les principaux, finalement. Et puis, sur du SIRH avec Workday, un SIRH emblématique. On va avoir aussi du Talentsoft, du HR Access, du Smart RH, voilà, et du Digital Workplace. Donc là, très présent notamment avec le Covid, le télétravail forcé, où on a vu que beaucoup de DSI du coup ont dû passer rapidement sur des solutions d'outils collaboratifs de type Microsoft 365 et Google Workspace. Donc du coup, nous on a répertorié plusieurs enjeux majeurs en fait pour le passage vers le cloud. Les enjeux en gras qu'on voit en gras, donc les 3 enjeux sont vraiment ceux sur lesquels nous on va pouvoir intervenir avec les Lemon Learning, et c'est ceux sur lesquels on va faire un focus aujourd'hui. Mais du coup, pour revenir un peu sur tous les enjeux, on va avoir du coup le déploiement. Si les entreprises ont déjà commencé à migrer une partie de leurs outils, en fait, il leur reste énormément à migrer, et c'est pour ça qu'il y a toujours finalement des projets aujourd'hui. On a un sujet aussi sur l'accompagnement. En fait, la migration vers le cloud, elle repose pas seulement sur l'IT. Elle implique tous les services de l'entreprise. Et d'ailleurs, nous, on constate parce que on a énormément d'interlocuteurs lors de nos projets de déploiement. C'est vraiment un projet logiciel, mais aussi un projet de conduite du changement. On va changer les modes de travail, on va changer les habitudes, les usages, même les usages du coup collaboratifs. Et c'est des habitudes qui sont vraiment très ancrées. Et donc, il y a une vraie problématique de change derrière. Le change, ça va être important pour faire adhérer la population finalement au projet logiciel. Et nous, ce qu'on propose finalement comme solution, c'est vraiment de pouvoir communiquer convenablement vers toutes les parties prenantes,
pour que finalement la migration vers un nouvel outil cloud soit vraiment moteur de productivité, d'innovation et finalement de croissance de l'entreprise. Le troisième enjeu qu'on va avoir, c'est vraiment l'adoption et les usages. Clairement, c'est aussi notre cœur de métier, hein, c'est vraiment l'adoption des logiciels qui va du coup affecter directement la performance des logiciels SaaS et finalement aussi l'optimisation des coûts qui avaient été pensés en migrant vers le cloud. Parce qu'aujourd'hui, un logiciel qui est inutilisé, c'est des licences achetées qui ne sont pas utilisées, donc finalement une perte pour vous, une perte de performance. Et finalement aujourd'hui, 28% des logiciels, on estime, hein, il y a une étude qui dit que 28% des logiciels sont peu ou pas utilisés. Donc c'est vraiment un axe important, souvent d'ailleurs parce que la première utilisation n'a pas été la bonne et l'utilisateur a été déçu, insatisfait, frustré de l'utilisation du logiciel. Vous avez peut-être souvent entendu d'ailleurs dire que le logiciel ne répond pas aux besoins, mais en fait souvent ce qu'on se rend compte, c'est que le logiciel répond aux besoins puisqu'il y a une étude auprès des métiers, hein, mais que finalement c'est un problème d'accompagnement derrière. C'est la gestion finalement des process à l'intérieur de l'outil. On va aussi avoir l'enjeu de performance. Le cloud permet d'améliorer la performance du SI, mais en fait, si 2/3 des entreprises déclarent qu'elles n'ont pas obtenu les résultats espérés suite à leur migration, c'est qu'en fait, il y a encore des optimisations à effectuer pour maximiser cette performance. Et c'est sur quoi on va aussi beaucoup se concentrer finalement aujourd'hui. Et le dernier enjeu qu'on a constaté, c'est vraiment un changement organisationnel de la DSI. On multiplie les services cloud, ça va entraîner pour les responsables IT et leurs équipes des changements au niveau de leur métier. Le cloud, en fait, oblige la DSI à vendre des usages, à démontrer la valeur business de chaque opération IT et renforcer la qualité de ces interactions, du coup, avec les métiers. Les métiers sont beaucoup plus présents aujourd'hui qu'avant. Et d'ailleurs, cette intégration des métiers, elle est primordiale, hein. Le cloud, finalement, on se rend compte qu'il redonne la main aux métiers avec des paramétrages plus faciles, en fait, des outils du coup SaaS, hein, mais avec un contrôle et une gestion centralisée par la DSI. Et du coup, chez nous, la direction IT, elle devient vraiment un axe central de l'organisation du travail et aussi du coup de la productivité de l'entreprise. Et ce qu'on a constaté aussi, et ça pour nous c'est vraiment un essai de l'Emon Learning, c'est que finalement la DSI la DSI optimise les coûts et du coup elle va permettre finalement la refacturation au métier et ça se fait de plus en plus finalement. En fait ce qu'on voit, la tendance qu'on voit, c'est que la DSI maintenant elle passe d'un centre de coûts, de la gestion d'un centre de coûts finalement à un centre de profit. Donc on n'est plus vraiment sur la même vision des choses. On peut également, on fera un focus du coup maintenant sur comment le cloud peut aider les entreprises à améliorer la performance du SI. Donc pour ce faire, on va aborder plusieurs enjeux, plusieurs critères de performance informatique qui sont identifiés par les DSI. L'objectif n'est pas de lister la totalité de ces critères, mais d'en évoquer un ou deux. Le premier étant la résilience du système d'information. Globalement, quand on évoque résilience, c'est la capacité d'un système info à continuer à fonctionner en cas de panne, en cas d'incident, en cas de piratage ou encore en cas de pic d'activité. On a également un chiffre plutôt évoquant sur cette partie. Avant la crise, on estime que seuls 10% des entreprises maîtrisaient la résilience de leur système info. Donc voilà pour la partie résilience du système d'information. On a également un point important sur la disponibilité et la sécurité. Également, petit chiffre, sur le marché du numérique, on estime aujourd'hui qu'environ 25% des entreprises vont migrer leurs applications pour des raisons de disponibilité de l'application. Et du coup, maintenant, je vais laisser la main à Sophie qui fera un focus sur 4 enjeux. Ouais, on va en fait faire un focus sur les enjeux, sur 3 enjeux, voire même un 4e que j'aimerais rajouter. Le premier enjeu, ça va être la performance du cloud et des services associés. En fait, pour vous donner un exemple très concret, au début de la première crise Covid, on a eu beaucoup de demandes en fait d'adoption logicielle parce qu'il fallait former les personnes à distance rapidement et puis voilà, il y avait une recherche de solutions innovantes très soudaine. Et puis après, en fait, on a eu beaucoup moins d'interactions avec ces interlocuteurs, avec notamment les DSI.
parce qu'ils ont eu ce besoin d'adapter les infrastructures avant de penser aux usages. Donc d'abord, on vérifie finalement que les tuyaux fonctionnent bien. Donc c'est-à-dire l'infrastructure permet de soutenir des flux liés à tous ces logiciels qui sont très chargés et donc par exemple des flux vidéo avec des outils collaboratifs comme Teams et aussi de pouvoir supporter une consommation distribuée de ces services. Donc en fait, les collaborateurs ont dû accéder depuis chez eux à toutes ces solutions, des solutions pour une grande majorité cloud. Et donc, forcément, ça passe par l'infrastructure et les réseaux. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, ça va être l'agilité et la capacité à intégrer de nouvelles applications. Nous, on a observé 3 tendances chez nos clients. La première, ça va être la généralisation du SaaS avec du coup des applis qui évaluent de façon constante et du coup agile. Parce que les éditeurs font des mises à jour extrêmement régulières du coup, on a ce besoin finalement de se tenir à jour des évolutions des logiciels SaaS. D'ailleurs, certains domaines n'étaient pas du tout digitalisés avant et ont été obligés, forcés finalement de le devenir. Aussi, on a une autre tendance, c'est qu'on passe d'une approche tout intégrée à une tendance best of breed. Best of breed qui veut dire finalement, au lieu d'avoir un ERP qui gère tout, qui fait tout, on va avoir plusieurs logiciels plus spécialisés qui vont nous permettre d'aller plus loin en fait au niveau des fonctionnalités. Et donc, forcément, ça multiplie le nombre de logiciels. Et donc, on a plus besoin en fait, d'accompagner les gens sur des logiciels qui vont utiliser finalement un peu moins fréquemment, mais sur des fonctionnalités un peu plus avancées. Donc aujourd'hui, on ne peut plus former les gens pendant 4 jours dans une salle, voilà, les mobiliser pour les former sur 5-10 nouveaux logiciels. C'est ce qu'on faisait avant, par exemple, pour un ERP tout intégré. Et donc, du coup, il a fallu penser à de nouvelles méthodes, comment faire finalement pour former rapidement sur différents logiciels et de surcroît qui évoluent. Et une troisième tendance, ça va être vraiment le rythme de déploiement. On déploie plus rapidement avec les logiciels SaaS, ils arrivent plus vite et à des moments différents de l'année. Donc voilà, il faut suivre le rythme, donc être agile et du coup être capable en fait d'intégrer de nouvelles applis rapidement. Et d'ailleurs, 75% des dirigeants et managers citent l'amélioration de l'agilité et 74% la vitesse de mise en œuvre et de déploiement comme les critères qui les ont poussés à passer vers un modèle purement SaaS. Voilà. Et après, on va avoir les usages collaboratifs, finalement, du coup, l'adaptation aux usages collaboratifs. La principale, en fait, notamment, par exemple, je vais reprendre l'exemple du Covid, on a eu un passage accéléré vers le cloud, presque même forcé, d'ailleurs, nos interlocuteurs nous disaient, voilà, on a été forcés, on a dû accélérer tous les déploiements. Donc, le Covid est un accélérateur de l'utilisation des outils collaboratifs et donc des outils cloud. Et ce que la crise nous a appris et démontré, c'est que les usages les plus basiques, en fait, n'étaient pas encore là. Il y a énormément de collaborateurs dans les grands groupes avec qui on travaille qui n'avaient pas ces usages, déjà liés au télétravail, mais en fait à la collaboration avec des collègues sur le cloud, de partager des fichiers, faire de la visio. En fait, il a fallu accompagner sur des usages basiques. Et aujourd'hui, ce qui semble se dessiner, d'après nous, le nouvel enjeu, en fait, c'est la nécessité d'adopter ces usages de façon importante pour garder la même productivité, voire même pour être plus efficace, tout en travaillant à distance. Et en plus, avant le Covid, concrètement, on avait très rarement, voire jamais, de demande d'adoption sur les outils collaboratifs Digital Workplace, comme Microsoft 365. Et enfin, je finirai quand même par la qualité du support des prestataires. Donc, ces critères viennent d'une étude. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la qualité du support et aussi, du coup, les coûts qui s'en dégagent. Les learning, quand on accompagne nos clients, on va tout de suite voir l'impact sur les coûts et du coup, la satisfaction des utilisateurs du support. Du coup, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un véritable objectif de taille pour la performance du SI qui en soi est par conséquent l'optimisation du cloud. Et cette optimisation affecte directement à la fois la productivité, de même que l'innovation et la croissance de l'entreprise. Et pour illustrer notamment ces propos, un chiffre clé, 73% des entreprises qui prévoient d'optimiser leur utilisation du cloud.
Ça me permet ensuite de passer sur la planche suivante et d'évoquer du coup les enjeux prioritaires pour les logiciels SaaS et faire un focus sur ce. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu Anthony. Alors, pardon pour ça, du coup, Anthony va revenir. Je pense qu'il a un petit problème de Wi-Fi, du coup, je vais prendre sa partie. Donc, du coup, on parlait d'optimisation des coûts. Les coûts, c'est un premier motif de mise en place du cloud. 73% d'ailleurs, selon le Flexera. Donc 73% des entreprises disent que justement c'est un motif de mise en place du cloud. Ah, Anthony est revenu. Oui, désolé, petit souci technique. On en était à l'optimisation des coûts, Anthony. Optimisation des coûts, ok, très bien. Sachant que du coup, alors, je ne sais pas si Sophie a déjà évoqué, mais l'optimisation des coûts, globalement, c'est le premier motif de mise en place du cloud pour les DSI. Sachant qu'il y a différents intérêts, mais Sophie l'a déjà évoqué un petit peu précédemment. Le premier étant l'optimisation des coûts du fait d'une diminution par conséquent du taux de sollicitation du support. Et on a également moins de temps dédié à la conception, du coup au support traditionnel que vous connaissez tous en termes d'accompagnement au changement, les modes opératoires, format PPT, format PDF, les gros classeurs de 300 pages qui en soi sont généralement utilisés dans un premier temps, mais deviennent rapidement obsolètes du fait d'un manque de mise à jour. Donc voilà. On a un réel enjeu lié à l'optimisation des coûts. Le deuxième enjeu est davantage lié à l'optimisation et le respect des processus métiers. L'objectif ici, c'est d'optimiser les processus métiers via du coup une adoption globale à la solution. C'est vraiment être dans une logique d'accompagnement de l'utilisateur afin que celui-ci puisse véritablement prendre en main l'outil et par conséquent l'ensemble des fonctionnalités qui y sont associées. Et bien évidemment, ça rejoint un dernier enjeu qui est la productivité, qui en soi est l'amélioration de la productivité des utilisateurs finaux sur les logiciels SaaS. Et ces deux enjeux en particulier sont corrélés du fait de l'adoption, d'une nécessité d'accompagnement au changement sur les logiciels de vos entreprises. Et du coup, également, j'aimerais rajouter un dernier point, plus sur la partie sécurité et cybersécurité. Donc en soi, cette augmentation, cette transition qui s'opère actuellement vers les logiciels SaaS va de pair également avec une nouvelle menace entre guillemets qui vise principalement les échanges, les données échangées et stockées dans le cloud. Comme vous le savez, aujourd'hui, avec le télétravail quasi généralisé en raison du contexte sanitaire, ce télétravail a accéléré le déplacement massif des données vers les fournisseurs des services cloud. Donc globalement, les données ne sont plus gérées par le client, par vous en tant que tel, mais ils sont gérés par des infrastructures tierces. Du coup, on a des accès directs à Internet sans VPN, et du coup, les données envoyées sont généralement envoyées dans le cloud et sont donc par conséquent hors de votre visibilité et également vulnérables. Donc, c'est également un enjeu à avoir en tête. Ça me permet du coup de passer à la troisième partie sur l'accompagnement des usages sur les nouvelles applications avec Lemon Learning. Donc, comment accompagner les usages? Ce sera également l'occasion pour nous du coup de faire une rapide démonstration. On commencera avec un chiffre clé tout d'abord, qui est un peu révélateur du fait qu'il y a un réel besoin d'accompagnement au changement lors de la mise en place du logiciel SaaS. Le chiffre. Pardon, j'arrive. Non, pas de souci. Et du coup, le chiffre clé qui est de 81%. Donc en soi, 81% des entreprises n'ont pas mis en place de formation pour accompagner les collaborateurs dans la transformation numérique, ce qui est révélateur d'un réel besoin d'accompagnement, mais également du fait, ce chiffre peut s'expliquer par plusieurs raisons. C'est que globalement, il y a un manque de ressources en interne pour mettre en place à la fois des formations adaptées ou encore mettre en place des outils et des solutions digitales pour accompagner le changement en tant que tel. Et ensuite, on a un dernier point qui est que chaque utilisateur a un réel besoin d'accompagnement sur la prise en main de chaque solution. Et ce qui me permet de faire la transition, du coup, avec la solution Lemon Learning.
Effectivement, du coup, je vais prendre la relève, mais là, plutôt pour vous parler de l'E-mail Learning. On vous parle de l'E-mail Learning depuis tout à l'heure, mais sans vraiment vous expliquer ce qu'on fait. On va faire un petit aparté quand même pour vous montrer tout ça. Du coup, je vais quand même vous présenter d'abord la société avant de vous présenter la solution. Aujourd'hui, nous, on est considéré comme le leader sur le marché français en termes d'adoption logicielle et conduite du changement grâce à la solution qu'on propose, justement. On a été créé en 2014. Ce qui nous a permis aujourd'hui, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler essentiellement avec des grands groupes à travers le monde. On recense 80 clients aujourd'hui et plus de 200 projets réalisés sur différents outils. Tout à l'heure, on a cité des ERP, des CRM, des CRH, etc. C'est assez varié, en fait, les projets qu'on va avoir. Beaucoup d'outils faits maison également dans les grands groupes, des outils custom. Après, du coup, la solution aussi, elle est déployée dans 70 pays en 30 langues. Donc, l'interface de traduction, elle est extrêmement importante pour nous. Ça nous permet de faire des projets vraiment multilangues. On vous présentera justement après quelques cas clients, certains de ces clients que vous voyez ici sur l'écran. Pour vous reparler un petit peu des enjeux qu'on va adresser, pour faire le lien avec ce qu'on a dit avant, justement. Nous, on va se mettre finalement, la solution l'E-mail Learning va se mettre en surcouche sur n'importe quel applicatif web. Donc, en fait, tant que c'est du web, concrètement, on va pouvoir s'y mettre en surcouche pour adresser des enjeux DSI, d'adoption logicielle et de conduite du changement, en ayant un impact d'abord sur la formation, sur le support et sur la communication. Donc, en fait, on va avoir un impact sur les temps de formation, le temps passé par support et pour la communication, et aussi forcément en fait sur la qualité. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. L'idée, c'est vraiment qu'on va mettre une aide contextuelle directement disponible dans l'outil en question, avec un guidage pas à pas. Donc, en fait, un système de bulles qui vont apparaître à l'écran et qui vont expliquer exactement quoi faire aux collaborateurs pour le guider de A à Z dans son process métier. Donc voilà, ça va avoir plusieurs impacts forcément, et je pense que vous l'avez compris, mais du coup, on y reviendra après pour parler plutôt des avantages et du ROI qu'on peut dégager. Là, ce que je vous propose, c'est d'abord, c'est peut-être de passer directement à une petite démo. Je vais vous faire une démonstration en temps réel, en fait, finalement, sur Salesforce, pour le coup. Je vais juste choisir le bon écran. Voilà, Anthony, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran ? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, en fait, l'idée derrière tout ça, ça va être vraiment de se mettre en surcouche. Donc, tout ce que je vais vous montrer, c'est en surcouche de l'outil et c'est sur mon environnement de production. Donc, je suis en situation réelle comme un collaborateur lambda. L'E-mail Learning, ça va être vraiment la petite bulle jaune que vous voyez en bas à droite et qui va me permettre, en fait, d'avoir une bibliothèque de contenu interactif disponible à tout moment, mais directement dans mon outil, ce qui m'évite de sortir finalement de mon outil. À l'intérieur de cette bibliothèque, je vais avoir des contenus interactifs. Ici, c'est des guides, justement. Dans ces guides, je vais pouvoir lancer certains des guides. Excuse-moi, Anthony, il y a un petit son dans ton micro. Et du coup, je vais pouvoir aussi chercher par mots-clés le process métier que je recherche, sur quoi, en fait, je bloque dans mon outil aujourd'hui. Je vais pouvoir lancer le guide interactif directement sur Salesforce. Et là, en fait, on va avoir ce guidage pas à pas, donc un enchaînement de bulles qui vont apparaître à l'écran et qui vont m'expliquer exactement quoi faire. Sachant que tout ça, ça va être personnalisable par rapport à vos enjeux, par rapport aux besoins métiers. Donc, c'est vraiment très proche des besoins des collaborateurs en termes d'auto-formation. Et là, du coup, vous voyez en fait que les bulles apparaissent en plein écran. Ils vont aller cibler en fait ce qu'on appelle des balises HTML, mais concrètement, ça va aller cibler des boutons, des champs de texte pour faire respecter le process à l'utilisateur. Donc tout à l'heure, on parlait de l'optimisation des process et du respect des process. C'est par là en fait que ça va passer. Donc là, je saisis un compte au hasard et l'idée, c'est vraiment de vous montrer un petit peu le pas à pas qui s'enchaîne au fur et à mesure. Donc, tout ce que je suis en train de faire, ça va réellement générer des flux dans mon outil. Là, je saisis une date.
Ce qui peut être intéressant aussi, et c'est ce qu'on utilise beaucoup, c'est de faire des guides conditionnels. En fait, ici, on a mis une condition. Selon en fait ce que j'ai choisi juste avant dans mon menu déroulant, on va m'orienter vers le bon process, vers le bon scénario qui est en rapport avec ce que j'ai choisi. Donc là, en l'occurrence, analyse des besoins, on a récupéré cette info, on l'a remis dans la bulle et on va adapter toutes les étapes qu'on propose par la suite par rapport à ce que j'ai choisi. Donc c'est ce qu'on appelle des guides conditionnels. Ça, on s'en sert beaucoup. On s'en sert aussi sous forme de questions-réponses. Donc, on pose une question au collaborateur. En fonction de ce qu'il veut faire en fait dans l'outil, on va l'orienter vers le bon scénario. Et ça, c'est très utile dans n'importe quel outil. J'ai un exemple un peu plus concret qui n'est pas sur un CRM, mais sur un SIHA. Sur Evalua, par exemple, on va pouvoir demander, quand la personne lance le process, saisir une demande d'achat, on va vouloir lui demander si elle veut saisir une demande d'achat catalogue, hors catalogue, un punch-out. Et c'est vraiment ça qui va permettre d'orienter la personne vers le bon process dans un outil de P2P. Voilà, et là, je peux, en fonction du coup de la réponse, forcément, on m'oriente vers le bon bouton, la bonne suite logique. Et puis, ça nous permet aussi de mettre des petites étapes pour avoir un retour qualitatif de l'accompagnement qu'on propose aux collaborateurs. Donc ça, c'était finalement une manière de lancer un guide. On en a plein, en fait, finalement. C'est pas la seule manière. Le collaborateur peut soit aller chercher lui-même dans la bibliothèque le process qui l'intéresse. Il peut aussi retrouver à des endroits clés un bouton cliquable dans son logiciel pour lui permettre de rattraper en cours de route, en fait, un guide interactif. Donc, ça va permettre de favoriser les lancements de guides et du coup, les interactions et l'accompagnement. On peut aussi placer des lanceurs intelligents qui vont en fait lancer un guide interactif de façon automatique quand on arrive sur je dirais, une page critique, un écran où il faut absolument bien saisir la donnée. Il y a besoin finalement de cet accompagnement. Ça, c'est vraiment très intéressant. Quand vous déployez un nouveau module et vous voulez que la première utilisation soit la bonne, c'est aussi un très bon moyen en fait de faire adhérer les personnes aux nouveautés. Après, on va avoir d'autres types de contenus. Je pense par exemple aux informateurs, des infobulles en fait que vous connaissez peut-être. Ici, vous pouvez y intégrer toutes sortes de contenus. Excusez-moi, tousse un petit peu. Donc, à l'intérieur, par exemple, de cette infobulle, on peut y mettre des vidéos, du texte, voilà, des informations complémentaires qui ne seraient pas présentes dans le logiciel. Ça peut même aller jusqu'à la validation des données. On a en fait une bulle rouge, une bulle d'avertissement qui peut apparaître quand la donnée est mal saisie. Ça va vraiment permettre d'avoir un impact sur la qualité des données saisies. C'est un enjeu dont on parlait tout à l'heure justement. Dernière autre chose, bien sûr, là je vous ai pas fait une démo complète. L'idée c'est vraiment que vous ayez un aperçu de tout ce qu'on peut faire. Tout à l'heure on a abordé le volet communication au niveau de la conduite du changement. Et nous on se sert en fait de push qui vont apparaître à l'écran comme ça, à la connexion d'utilisateurs et qui vont permettre de communiquer sur des sujets d'actualité en rapport avec le métier de la personne ou en fonction d'une nouvelle fonctionnalité que vous allez déployer. Par exemple, on a ouvert la fonctionnalité opportunité. Voilà, vous pouvez créer une opportunité à partir de ce push. Ces choses-là sont vraiment très utilisées et ça peut vraiment permettre de communiquer sur plein de choses, plein de sujets internes, notamment par rapport au profil et au métier de la personne, ou même à la zone géographique. D'ailleurs, tout ce que je vous ai montré, c'est en fonction de mon profil. Mon directeur, mon manager n'aura sûrement pas les mêmes profils, les mêmes contenus pédagogiques, tout simplement parce qu'il n'a pas les mêmes actions à effectuer dans mon outil. Voilà, donc ça, c'était vraiment la partie player en multilangue, effectivement aussi. Et il y a d'autres choses que vous pourrez découvrir après si vous souhaitez nous contacter. Concrètement, on va pouvoir créer ces contenus grâce à un éditeur qui va s'ouvrir en surcouche sur n'importe quel outil web. Donc là, je pourrais aller sur du SAP, sur du Evalua, je pourrais juste cliquer sur mon extension pour finalement créer mes contenus sur cette page. Donc là, je vais nommer par exemple mon guide. Je vais vous montrer comment on crée un parcours justement, très rapidement. Donc en fait, là, on arrive dans le guide et tout simplement, on va pouvoir cliquer sur le bouton nouvelle étape pour créer
la première étape de mon parcours. Donc là, par exemple, je vais dire, voilà, la première étape, c'est de cliquer sur opportunité. On a une étape rapide qui se crée et qui va permettre de créer mon pas à pas et d'enchaîner tout ça, en fait. En fait, ce qui est pratique, c'est que tout se détecte automatiquement avec l'algorithme Lemon Learning, donc ça va vraiment simplifier la création de vos contenus. Vous allez pouvoir enchaîner vraiment les étapes. Là, par exemple, cliquer sur nouveau, etc., etc. Et du coup, c'est vraiment ça qui permet en fait de personnaliser tous vos contenus. Donc, en fait, la plupart de nos clients sont autonomes sur la conception des contenus. Ça leur permet de les mettre à jour quand il y a des changements de process et que ça soit encore plus rapide finalement que ce que vous avez actuellement comme type de documentation. Donc là, on a le déroulé de mes 2 étapes et je vais pouvoir même le jouer en temps réel pour vérifier que ce que j'ai créé, ça correspond bien à ce que je souhaitais. Donc là, on voit l'aperçu en temps réel. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour la partie démo. Il y a encore une autre partie qui est le back-office. Je n'aurai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui, mais du coup, n'hésitez pas à nous contacter par la suite si vous souhaitez avoir une démo plus poussée. Oups. Hop. Voilà. Ok, du coup, est-ce que je présente encore mon document? Non, il n'est pas visible pour le moment. Je suis pas visible? Ok. Enfin, du moins le document. Ok, c'est bon. Donc là... Yes, c'est bon. Et ça nous permet du coup de passer à la 4e partie de cette présentation, qui est davantage focalisée sur comment mesurer les retombées de la mise en place des logiciels SaaS en s'appuyant sur la data. Donc, à savoir que la data, globalement, c'est ce qui permet de voir si le système d'information est réellement performant ou non, et si la mise en place des projets logiciels tient véritablement ses promesses ou non. Donc pour commencer, un chiffre clé qui est également très révélateur de la situation actuelle et qui montre également qu'il y a de nombreux efforts à mettre en place. À ce jour, en moyenne, entre 60 et 73% de la data d'une entreprise est inutilisée à des fins analytiques. Donc voilà, il y a un réel enjeu sur cette partie et notamment sur la data et sur l'analyse de celle-ci. Et également autre chiffre clé qui est également intéressant, c'est qu'à ce jour, on estime qu'environ 25% des entreprises prévoient d'investir dans le cloud pour mieux exploiter leur data. Donc on voit qu'il y a un effort qui est actuellement en marche du côté des entreprises, mais c'est un effort qui doit être vraiment lancé sur le long terme. Ensuite, différents points également sur comment mesurer les retombées de la mise en place des logiciels SaaS. Le premier est la définition des indicateurs de performance ou KPI. Globalement, vous avez différents indicateurs de performance. C'est ceux qu'a pu évoquer notamment Sophie lors de la première partie, si vous vous souvenez, notamment sur le taux de réduction du support. Ça peut être également sur le taux de lecture d'un guide, le taux de lecture également d'un push de communication. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir vraiment des éléments palpables à mesurer sur l'utilisation du guide et par conséquent l'utilisation du logiciel qui a été mis en place. Deuxième point, vous avez également la possibilité d'analyser les données récoltées. Donc sur ce point, vous avez également une fonctionnalité qui est disponible dans le back-office Lemon Learning et qui vous permet de visualiser les différents guides, enfin du moins les différents outils que vous avez réalisés dans votre outil et qui sont utilisés ou non par votre utilisateur. Donc là, juste en termes d'illustration, vous avez le screen sur votre droite et on se dit qu'il y a eu environ 300 000 interactions avec Lemon Learning et les interactions sont principalement orientées à la fois sur des pushs mais également sur des guides. Et ce qui permet du coup de faire la transition avec le troisième point sur l'optimisation des applications en continu. En fait, l'analyse de ces données vous permet potentiellement d'avoir des indices, du moins des pistes sur les nouvelles fonctionnalités ou les nouveaux guides que vous pouvez mettre en place, sachant que différentes fonctionnalités sont possibles côté Lemon Learning et celle qui nous intéresse particulièrement, c'est celle axée sur la communication. Et les push, l'objectif étant de relancer régulièrement vos utilisateurs, à la fois à travers des questionnaires d'évaluation de satisfaction,
Ça permet pour vous d'avoir un retour sur les guides qui ont été mis en place, mais également de déterminer les futurs besoins en termes de formation. Et ça vous permet également de communiquer sur les nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles sur vos outils. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire via la data. Et justement, en fait, quand on met en place une solution comme l'Emon Learning, on va pouvoir améliorer les retombées du déploiement de votre logiciel SaaS. Alors, on se déploie aussi sur des outils qui sont déjà déployés, hein. Donc l'idée, c'est d'avoir un impact à plusieurs niveaux. Vous l'avez compris avec la démo, les taux de consultation vont être forcément beaucoup plus élevés, le taux de consultation des contenus, parce qu'on est directement présent dans l'outil. Donc c'est vraiment à l'endroit où le collaborateur en a besoin, et vraiment, c'est directement dans l'outil. Les taux de rétention de l'apprenant, donc du collaborateur, vont être beaucoup plus importants, parce qu'on fait du learning by doing. On apprend en faisant, ce qui permet finalement de retenir plus facilement les choses, surtout que c'est placé dans un contexte. C'est-à-dire que le collaborateur a une problématique, il va avoir la réponse à sa solution. C'est beaucoup plus impactant pour l'ancrage mémoriel. Et la troisième retombée qu'on va avoir, c'est l'expérience utilisateur avec des contenus accessibles H24. Et donc, vous l'avez compris, derrière, il y a des répercussions business pour la DSI. Et c'est ce que, du coup, je vais vous montrer rapidement. Moi, j'ai cité ici quelques retombées donc en termes de ROI. Là, vraiment, on parle de données chiffrées, des économies que vous allez pouvoir faire. Tout à l'heure, je parlais du centre de coût qui passe vers plutôt un centre de profit. C'est vers ça qu'on essaye d'emmener nos clients, justement. L'idée, c'est d'abord de réduire les coûts en support. On observe que ça peut aller jusqu'à 70% de réduction des coûts. Je parle bien sûr de ce qui concerne le support applicatif en termes d'adoption, hein, bien sûr. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que 80% des questions représentent 20% du logiciel. Donc, on peut clairement éviter des problématiques de support en couvrant la documentation nécessaire directement dans l'outil. L'autre axe, ça va être vraiment la réduction des coûts en formation. Donc, d'abord le temps, on va passer moins de temps en formation, il sera plus qualitatif, on pourra vraiment avoir des sessions de questions-réponses. En fait, on ne va pas forcément supprimer vos sessions parce qu'elles sont bien pour embarquer les populations vers un nouveau projet. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes ont besoin d'accompagnement après ces formations. Donc voilà, ça va être beaucoup plus fort en fait quand elles vont revenir sur leur poste et rencontrer les problématiques dont on a parlé en formation. Le troisième ROI qu'on va avoir, c'est la réduction des coûts en production et mise à jour de la documentation utilisateur. Avec la démo que je vous ai faite sur l'éditeur de l'Emon Learning, vous avez vu que c'est très intuitif. On n'a pas besoin de compétences techniques pour le gérer, hein. C'est quelque chose de vraiment simple à utiliser et de rapide. Quand vous avez une étape à changer, vous allez simplement dans l'éditeur, vous changez l'étape. Vous voulez changer le texte à tout moment. Et vraiment, on a une gestion très habile des projets et des contenus par projet. Donc, ça vous permet de gagner du temps. Souvent, d'ailleurs, nous, on entend, mes clients me disent la documentation, elle n'est pas forcément mise à jour. Donc, par manque de temps, par manque de pertinence, on ne sait pas forcément si elle est lue, donc à quoi bon. Et donc voilà, c'est au bout d'1 an, 2 ans après le déploiement, on se rend compte que la documentation n'est plus à jour et c'est un vrai problème. En plus, elle n'est pas forcément attrayante, donc c'est encore plus un problème. Là, l'idée de l'Emon Learning, c'est que vous mettez à jour facilement tous les contenus. Après, il va y avoir aussi l'augmentation de l'utilisation des logiciels, plus de pertes, de gaspillage de licences parce que le logiciel est utilisé et il est utilisé à 100%. Un collaborateur plus expert qui veut aller vers des fonctionnalités plus avancées pourra le faire grâce à l'Emon Learning. Et le dernier axe, ça va être vraiment le respect des process métiers et l'amélioration de la qualité des données saisies. Avec les types de contenus que je vous ai montrés, justement, la personne va être incitée à suivre les process métiers. Vous les avez pensés d'une certaine manière. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. C'est que derrière, vous allez pouvoir en tirer des bénéfices. Donc, l'idée, c'est de les faire aussi respecter. Voilà. Et du coup, on va pouvoir passer à certains cas clients. On en a sélectionné 4. Après, on en a d'autres, donc n'hésitez pas à nous en demander après, parce qu'on en a rédigé pas mal. On a des interviews aussi qui sont disponibles sur notre site internet. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on ait un échantillon de différents projets, de tailles de projets différentes, des typologies d'utilisateurs différents et des outils aussi différents.
Donc, je vais laisser Anthony présenter les deux premiers. Donc sur PSA, différents enjeux également par rapport à l'adoption de l'Emon Learning. Le premier étant l'augmentation de la réactivité de la formation et accompagner l'ensemble des utilisateurs vers la prise en main d'un outil spécifique à PSA. Sachant qu'on a deux outils pour ce projet, en l'occurrence. Donc l'objectif est vraiment d'accompagner une population spécifique sur la prise en main d'un outil. À savoir que sur ce client-là en particulier, l'Emon Learning a été déployé dans plus de 80 pays et également et que le contenu a été traduit dans plus d'une vingtaine de langues, donc principalement des pays d'Europe de l'Ouest. Donc juste pour en citer quelques-unes, peut-être le bulgare, le croate, l'allemand, le danois. Enfin voilà, on a également la possibilité de traduire l'ensemble des guides qui sont mis à disposition des utilisateurs. Donc voilà, on est vraiment sur une échelle mondiale ici, et à ce jour, on estime qu'il y a environ 40 000 utilisateurs qui utilisent l'Emon Learning chez PSA. Le second, un secteur d'activité quelque peu différent, sachant qu'on a différents outils chez Corian. On a CRM Dynamics, on a HR Access pour la partie plus gestion paie, etc. Et on a également un outil qui s'appelle Capex, un outil spécifique pour les directeurs d'établissement en EHPAD. Et encore une fois, différents enjeux, alors qui se recoupent un petit peu avec PSA, mais qui sont également différents. L'objectif étant, dans un premier temps, d'accompagner les projets de refonte et d'harmonisation des nouveaux outils. Donc, ils sont vraiment dans une logique de digitalisation du groupe de manière générale. Et ensuite, on a un troisième point qui se recoupe un petit peu avec ce que j'ai pu vous dire précédemment sur la communication auprès des utilisateurs et proposer une montée en compétences continues. Donc voilà, on est vraiment dans une logique d'utilisation des push, des différentes fonctionnalités de communication pour à la fois relayer les informations autour des nouvelles fonctionnalités, mais également évaluer les nouveaux besoins des utilisateurs en termes de formation. Concernant le client People and Baby, en fait, l'enjeu c'était d'accompagner le déploiement de nouveaux outils qui allaient être de plus en plus nombreux avec plus de fonctionnalités qu'avant. Donc, il y a vraiment un projet de digitalisation d'entreprise. En plus, on est sur une population spécifique à leur secteur, donc vraiment des opérationnels qui n'ont pas le temps et qui ont besoin de la réponse tout de suite, maintenant, de façon très simple. Donc, le challenge de People and Baby, c'est d'accompagner beaucoup d'utilisateurs dans le monde entier avec une petite DSI, donc avec peu de ressources. Et donc, c'est ce que l'Emon Learning leur permet de faire. L'idée, c'était aussi d'éviter la surcharge en support, notamment après le déploiement. Par exemple, là, on va accompagner le déploiement de 7GX3. L'idée, c'est d'aplatir le pic de demande support qu'on connaît tous après un déploiement, parce que du coup, on a une surcharge et on n'a clairement pas les ressources pour pour absorber la surcharge de support. Donc forcément, ça rallonge les délais de réponse pour les utilisateurs et aussi la qualité. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un impact sur le support, d'éviter la réticence dès la première utilisation des utilisateurs et la frustration qu'on peut avoir quand on ne comprend pas totalement un outil ou on ne sait pas exactement ce qu'on attend de moi. L'idée, c'était aussi d'avoir vraiment un outil de formation. Il y a un turnover assez important dans ce type d'industrie et surtout People and Baby est en forte croissance, donc il y a besoin en fait d'avoir un outil d'onboarding assez industrialisé. Donc là, il y a un projet CXX3, après un outil de facturation et après plusieurs projets. La particularité de ce client avec Eiffage et Corian et d'autres d'ailleurs, c'est qu'ils sont sur des licences outils illimités. Donc après, ils peuvent lancer des projets Lemon Learning sur n'importe quel outil. L'autre cas client, ça va être vraiment Eiffage. Donc aussi en outil limité. On a commencé d'abord par un projet Evalua, donc en P2P sur un outil d'achat, pour former les collaborateurs à ce nouvel outil. Et comme ça a été un succès, on est passé aussi sur d'autres outils par la suite, comme Workday, l'Audace c'est un portail d'e-sourcing, 2 outils Homemade, notamment un pour la gestion des portefeuilles et un GXP Link, donc pour la gestion de paie. Donc, pour Evalua, concrètement, l'objectif, par exemple, très concret, augmenter la rapidité des demandes d'achat en évitant un renvoi pour correction. Donc là, c'est un gain de temps pour eux, une amélioration de la donnée saisie, et puis
et puis finalement éviter finalement les allers-retours. Voilà, vraiment une perte de temps et du coup d'argent. L'objectif de ce premier projet et des suivants, c'est vraiment de pérenniser par un GPS applicatif le chantier de formation, qui n'était pas forcément clair et pas forcément centralisé avant, pour que du coup le système, que ça soit vraiment le système de communication pour tous les outils. Et que du coup les mode learning deviennent le référentiel d'aide contextuelle sur l'ensemble des outils groupes et pour les 70 000 collaborateurs. Donc là, on est tous sur des grandes quantités. Il y a eu un besoin d'industrialiser l'onboarding, la formation et les évolutions des outils. D'ailleurs, les équipes projets côté Evalua ont observé une réduction des coûts en support de 50% sur les niveaux 1 et 2 des demandes des tickets. Et pour vous donner un peu plus de détails, vu que c'est le dernier cas client sur la gestion de projet, en fait, l'Emol Learning a travaillé d'une part avec l'intégrateur pour répondre à un cahier des charges très précis sur la remontée des données, et avec l'équipe projet de EFAGE pour la co-conception des premiers contenus interactifs. Donc, on co-conçoit finalement les contenus ensemble pour avoir d'une part votre connaissance sur les outils et notre expertise et notre expérience aussi par rapport aux autres projets qu'on a pu faire similaires. Et après, il y a eu une phase de run. Pendant la phase de run, en fait, l'idée, ça a été de former les admins côté EFAGE pour qu'ils puissent faire évoluer les contenus en fonction des pratiques métiers et des releases des outils. Et pour vous donner un chiffre, en termes de stats, les 3 derniers mois sur Evalua, on a eu 18 000 lancements de contenu. Voilà, on a fini sur la partie vraiment présentation. J'espère qu'en tout cas ça vous a appris des choses et que nous on va regarder du coup les questions, on va pouvoir répondre à vos questions. Et du coup effectivement si la solution qu'on vous a proposée ou si vous êtes vraiment curieux sur l'approche de learning by doing et de change qu'on propose, n'hésitez pas du coup à nous adresser les questions ici, mais aussi après le webinaire, vous aurez nos contacts sans souci. Je te laisse prendre la main, Anthony, pour les questions. Oui, bien sûr. Alors, on a une première question de Eric qui est Lemon peut-il s'adapter à des utilisateurs de profils différents, par exemple hiérarchique, gestionnaire, collaborateur, etc. Si tu veux y répondre, Sophie, ou si pardon, j'ai pas écouté la question. Ok, pas de souci. Alors, on est plus sur est-ce que Lemon peut-il s'adapter à des utilisateurs de profils différents, hiérarchiques, gestionnaires, collaborateurs, etc. En gros, est-ce qu'on peut adapter le contenu en fonction du profil d'un collaborateur? Tout à fait. D'ailleurs, en fait, lors de la démo, les contenus que moi je voyais dans mon player de Lemon Learning, c'était des contenus en fonction de mon profil et potentiellement des tags qui sont associés à mon profil utilisateur. On a plusieurs manières, j'anticipe les prochaines questions, mais on a plusieurs manières de récupérer les profils utilisateurs. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est plus technique. Mais l'idée, c'est que si vous avez déjà ces profils dans votre AD, on va pouvoir les récupérer. On peut se servir aussi des profils qui sont présents dans les variables de votre outil. Voilà, on a différentes manières et c'est vraiment important. La segmentation pédagogique pour nous, elle est hyper importante. D'ailleurs, dans le back-office, que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui, il y a vraiment un onglet profil, c'est-à-dire on va déterminer le parcours pédagogique en fonction des profils de l'utilisateur, des profils utilisateurs. Si j'ai pas répondu clairement à votre question, n'hésitez pas à relancer. Et du coup, on a une autre question sur peut-on parler de add-on quant à Lemon Learning? Oui, complètement. En fait, on a 2 modes de déploiement pour déployer Lemon Learning sur l'ensemble des postes utilisateurs. Le premier, ça va être par extension sur le navigateur, donc n'importe quel navigateur, hein, on est compatible, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. L'idée, c'est de faire un télédéploiement par GPO, par exemple, où on va déployer l'extension, le plugin sur le navigateur. L'autre mode de déploiement, là on parle plus de plugin, c'est par intégration directe. Par exemple sur des projets comme Evalua, où on va avoir des utilisateurs externes, donc on n'a pas accès à leur poste de travail,
on va intégrer une ligne de code Lemon Learning, c'est du copier-coller, hein, c'est très simple, dans le code source de Evalua. Donc voilà, 2 modes d'intégration différentes, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et ensuite, on a une troisième question sur comment se passe la traduction des contenus. Donc je pense que ça rejoint un petit peu le point de PSA, notamment sur le fait qu'il y avait plus d'une vingtaine de langues. Oui. Voilà. Donc sur cette partie, je peux peut-être répondre, Sophie, sur la gestion et traduction des contenus. C'est une fonctionnalité qui est également disponible dans le back-office. Donc en soi, vous avez juste à choisir votre langue initiale, qui est généralement le français, la langue de traduction. Et ensuite, il y a alors tu me corriges, Sophie, si je dis une erreur, il y a un champ qui permet de traduire automatiquement, c'est basé sur Google Trad, les différentes informations. Donc voilà, vous avez une possibilité de traduire automatiquement le contenu. Bien sûr, après, c'est important de réaliser une étape de vérification dans un second temps. Mais voilà, la traduction est automatique, mais à confirmer par les utilisateurs et des utilisateurs natifs. En réalité, il y a 2 modes de traduction. Soit on fait par automatique avec le Google Trad, comme Anthony l'a expliqué, soit on peut le faire de façon manuelle. Vous allez attribuer une mission du français vers l'anglais à un traducteur externe. Lui, ce traducteur aura accès seulement à cet onglet, cette interface de traduction. Le guide qui a déjà été réalisé dans la langue de base, en fait, sera visible par le traducteur et il aura juste, étape par étape, à traduire le contenu. Donc c'est très utile et c'est là où on gagne beaucoup de temps dans les projets multilangues, hein, parce que dans la doc classique, vous devez tout refaire, les captures d'écran, les vidéos, etc., la voix off. Là, l'idée, c'est que le guide est déjà fait. Vous n'avez pas à reparamétrer tout ça en fait dans l'éditeur. Vous avez juste à traduire le contenu des bulles dans un nombre de langues à l'infini, en fait. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions, donc surtout n'hésitez pas, si vous avez des interrogations par rapport à ce qu'on a pu vous présenter ou par rapport aux explications aux différentes questions. Surtout, je vous invite à rebondir sur le fil. Ok, je pense que on a fait le tour du sujet. Si vous avez d'autres questions, et pour ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas du coup à nous recontacter par la suite. Hein, on vous donnera nos contacts et puis surtout, nos contacts sont aussi dans la présentation. On pourra aussi vous faire des démos plus complètes, aller dans le détail, essayer de mieux comprendre vos enjeux et voir si nous on peut y répondre. Et après, si vous avez de manière générale des questions sur la migration vers le cloud, on sera toujours aussi là pour y répondre par rapport à notre expérience. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Et bonne journée, au revoir.